Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'avoir comme invitée Marianne Grazelli-Meyer que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'une formation qui était quasiment un rite initiatique pour moi, la formation en éco-rituel. Aujourd'hui, je lui ai demandé d'intervenir pour répondre à cette question, c'est comment se relier à la nature pour se relier à plus grand que soi. Alors bonjour Marianne. Bonjour Virginie. Comment vas-tu en cette période ? Je sais que tu es très reliée à la nature. On est en plein mois de février avec, en Suisse, passablement de brouillard. Comment vas-tu ? Alors moi, j'ai la chance d'être un petit peu au-dessus du brouillard dans mon village. Mais par contre, je suis entourée de neige et je suis entourée de cette nature qui demande plus de repos, qui demande plus de vision à long terme, de rêverie. Donc, je suis plutôt dans l'écriture, dans la rêverie, dans ce temps d'intériorité. Dans ce temps d'hibernation qu'est la saison hivernale, hein, vraiment cette période-là. Marianne, toi, tu as l'âge des femmes sages. Est-ce que ça va si je le dis comme ça ? Mais oui, tu peux le dire comme ça. Tu as l'âge des femmes sages et tu as eu tout un cheminement et toute une expérience. Pour moi, si j'avais quelque chose à ressortir de ce que j'ai pu regarder avant de faire cette interview, c'est l'axe, c'est les femmes et l'axe, c'est la nature. Mais là, je le résume qu'en 2 mots. Est-ce que tu peux nous parler, toi, et nous expliquer, si c'est possible, d'expliquer qui est Marianne et qu'est-ce qui l'a fait vibrer et qu'est-ce qui l'a fait s'impliquer autant auprès des autres ? Alors, ce qui m'a fait vibrer d'abord dans ma vie, c'est la musique. Je suis d'une famille de musiciennes. Et ce qui m'a fait vibrer ensuite, c'est ma famille, mon lien à mes enfants que j'ai eu très très jeune. Ce qui m'a fait vibrer ensuite, c'est le fait d'avoir besoin de me redécouvrir une fois qu'il y a eu les premiers gros chocs, divorce, séparation, l'impression d'être seule au monde, de devoir affronter la vie avec peu de moyens. Tout ça a été rapidement là dans ma vingtaine, tu vois, et j'avais besoin à un moment donné de me demander quelles étaient mes racines, parce que je ne savais plus du tout qui j'étais. Donc c'est vraiment en partant de moi. D'ailleurs, je me rends compte que tout ce qui a suivi, puisque tu dis je suis une ancienne, effectivement, mais tout est toujours parti de moi et non pas d'une abstraction. C'est-à-dire tout est toujours parti d'une expérience dont j'ai tiré une certaine, je ne sais pas si le mot vérité peut venir, mais ma vérité à moi. C'est-à-dire en tout cas un sens. Il y a eu des choses à vivre, il y a eu du sens à donner à ce que j'ai vécu. Et de là est venue, comme pour chacun, l'expérience et une forme de vérité. Donc j'ai été rapidement comme choquée comme ça par la vie, et je n'ai plus su qui était Marianne à un moment donné, cette identité, tu sais. Et en plus, dire qu'on est une femme, surtout dans ces années-là, donc on est au tout début des années 80, ça n'avait encore aucun sens. C'était une sorte de pot pourri d'images factices, ou alors de femmes pionnières un peu incroyables, genre Ella Maillard, qui partait sur les routes du monde. C'était un puzzle, une sorte de kaléidoscope de ce que pouvait être la femme, mais je n'y retrouvais j'arrivais pas à mettre la pièce, tu sais, cette dernière pièce qui était la mienne finalement, cette dernière pièce où on dit, ça c'est une femme. Et en fait, c'est par ce travail
de recherche de moi-même que m'est venue cette notion du corps. Un corps qui avait été longtemps délaissé, qui avait longtemps été abîmé aussi par la vie et les expériences avec les autres. Imagine, enfin moi j'ai fait mon adolescence dans les années 70, donc le corps c'était une sorte de mise en relation complètement ouverte, mais aussi complètement dangereuse. Donc ce corps je l'avais mis un peu de côté et c'est par le corps qu'est revenue la nature. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais corps de femme et que ce corps de femme était lié à la nature. Et c'est vraiment là où j'ai pu à nouveau me reconnecter avec cette nature, avec son mouvement de nature, parce que jusque-là, j'étais coupée. Ouais, j'entends quelque chose d'une Marianne qui est mère, très, très jeune, qui traverse une forme d'obscurité, une forme de désert. Pas de désert, le mot n'est peut-être pas juste, mais en tout cas une forme d'obscurité de la vie et qui cherche la lumière, et tu cherches dans cette lumière ta propre vérité. Je cherche ma vérité, je cherche surtout à trouver des racines. J'essaye de trouver une appartenance. J'essaye de trouver comment la Marianne différente des autres, j'ai toujours pensé que j'étais un petit peu un mouton noir, comment celle qui pense pas comme les autres, qui a une sensibilité artistique, enfin une sensibilité que je pensais artistique, mais ce qui est simplement une sensibilité à la vie, comment je pouvais la poser à quelque part avec sérénité. Et du coup, comment justement, quel processus, un moment, parce il y a un moment de constat, il y a un moment de dire oui, comment on est femme. Donc moi j'entends post-mai 68, parce que c'est un petit peu ça, hein. Donc Complètement. aussi une révolution sociétale et une forme de libération, mais dans la libération, oui, mais comment? C'est quoi notre propre liberté en tant que femme? Et là, toi, tu vis cette épreuve-là, cette étape-là, et intérieurement, et le reflet de cette société. Et comment on se construit en tant que femme en ayant passé ces épreuves? Alors, je pense que c'est un processus très subtil, très lent, qui a passé par la connaissance de mon corps, c'est-à-dire la connaissance de mon cycle menstruel, typiquement. Ça a commencé par là, c'est-à-dire, ok, je saigne, je suis fertile, d'autres moments je ne le suis pas. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de la vie? Et peu à peu, je pense que c'est vraiment peu à peu, à travers aussi ma formation ensuite d'écothérapeute, que je me suis dit, mais finalement, mon corps, puis le corps de la Terre, c'est la même histoire, ou c'est le même combat, ou c'est le même besoin de reconnaissance, ou c'est tout d'un coup, la nature est devenue la grande mère. Alors voilà, ça peut être une abstraction, la terre-mère des peuples amérindiens, parce que je me suis beaucoup intéressée à partir de cette recherche de racines à quels étaient les peuples qui étaient plus en lien avec la femme ou qui voyaient peut-être la femme autrement. Il y a d'autres peuples qui ne voyaient pas, qui voyaient la femme avec sagesse, avec respect. Tout ça, ça m'a interpellée. C'était une recherche personnelle d'aller vers ça. Et du coup, vers ces peuples premiers, la femme, tout autant que la nature, était respectée. Et je me suis dit, waouh, du coup, ça existe, quoi. Enfin, je veux dire, du coup, ça existe. Et de cheminement en cheminement, en fait, cette approche de la nature a été une approche de moi-même. Mais ce qui est intéressant, et c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est que en me cherchant moi-même, j'ai cherché plus grand. Parce qu'il y a une quête spirituelle derrière. Il n'y a pas seulement la quête identitaire. Qui je suis, Marianne, ou qui je suis comme femme. Je pense que j'ai toujours eu, et c'est pour ça que cette hypersensibilité, je la nomme, j'ai toujours eu mais vraiment ma toute préadolescence, un besoin de trouver du sens au niveau spirituel. Donc je pense que c'est en moi ça, tu vois. Dans ton cheminement, là, ce que j'entends, Marianne, c'est qu'à un moment, il y a une formation qui arrive. Tu parles d'écothérapie qui est transmise par Maud Séjournant, qui est dans le milieu du chamanisme, en tout cas du néo-chamanisme, quelqu'un d'assez connu. Là, moi, ce que j'entends derrière le choix d'une formation de ce type-là, c'est une quête de spiritualité. C'est ce que j'appelle la spiritualité hors des sentiers battus. C'est-à-dire que je peux imaginer, Marianne, qu'en tant que Suisse, hein, tu viens peut-être plutôt de racines
quand on parle de racines généalogiques, j'imagine avec une couleur plus protestante ou en tout cas chrétienne. À un moment, dans cette reliance, tu dis, OK, c'est pas dans ce chemin-là que je vais aller. Tiens, je vais aller explorer un ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment pour dire, OK, j'ai besoin d'aller explorer un ailleurs. Justement, tu l'as déjà un petit peu initié aussi avec des traditions amérindiennes. Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Alors c'est bien que tu reviens sur ce protestantisme. Je suis d'une famille, qui a et le catholicisme et le protestantisme, parce que j'ai une racine italienne, ce qui fait que c'est très, très catholique et j'ai, une racine sociale, dans la ville où je suis née et où j'ai grandi, Genève, qui est vraiment une cité, calviniste, donc ultra protestante. Donc, ce christianisme, il a toujours été là et même je me suis intéressée, plus tard aussi au christianisme ésotérique. Je me suis intéressée à Maître Eckhart, je me suis intéressée enfin je veux dire, j'ai toujours été, intéressée par ce plus grand. Je pense que j'ai peu fait confiance aux hommes, d'une manière générale. Ils ont peu été là pour me soutenir et quand je dis hommes, je dis d'une manière générale que ça soit les hommes ou les êtres humains, parce que j'ai eu aussi des chocs avec les femmes, qui auraient dû être des protectrices dans ma vie et qui ne l'ont pas été et je pense que je me suis tournée vers plus grand pour sentir que mais bon sang, il doit y avoir quand même du sens à tout ça. On peut pas laisser quelqu'un grandir sans qu'il y ait, je veux pas dire une mission de vie, mais il y a un chemin. Il y a un chemin à suivre. C'est qui va m'aider à savoir où je mets le prochain pas? Parce que je ne sais pas où est le prochain pas et j'ai besoin de trouver une confiance dans ce prochain pas parce que tu parles d'obscurité et de lumière, mais c'est ça. C'est-à-dire entre l'obscurité et la lumière, il y a un chemin. Et ce chemin bien obscur, bien tortueux, bah, c'est là-dessus, j'ai envie de poser mes pas parce que je suis profondément attachée à la vie, donc j'ai envie de poser mes pas sur mon chemin de vie, mais j'ai personne pour me donner cette confiance. Donc je vais me tourner vers, vers ce qui est le plus grand et le plus universel en me disant: «Mais bon sang, si c'est pas ce dogme-là, si c'est pas l'autre non plus», qui me donne cette confiance, qui me donne cette sérénité lorsque je prie ou j'ai foi en la vie, voilà. Alors c'est quoi la spiritualité de la vie, finalement? Je pense qu'à un moment donné, alors je le mets avec ces mots-là, mais je pense que je ne les avais pas ces mots-là à cette époque. Mais je pense que c'est ça. C'est quoi cette spiritualité de la vie? Eh ben, c'est la nature. C'est ce que les peuples premiers vont me rappeler. C'est ce respect du cycle perpétuel de la vie, qui n'est pas un chemin tout droit, mais qui est un chemin finalement en spirale, en cyclicité, et ça va donner du sens à ma propre cyclicité. C'est-à-dire la reliance effectivement du cycle dans le sens féminin avec le cycle de la vie et le cycle des saisons et le cycle de la nature. Et ça, c'est un partage qui est magnifique. C'est-à-dire que tu vas chercher cette foi dans ce qu'on pourrait appeler Dieu, où justement on nettoie pour dire, on décharge les mots pour dire c'est la vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. T'hésites pas à me corriger si jamais. Mais, et après, il y a comment on y atteint. Et là, j'entends le besoin de reliance à une forme de nature, en tout cas à cette vie qui se perpétue aussi au-delà de l'humain. C'est ce que j'entends de ton cheminement qui est juste magnifique. Donc là, tu termines cette formation et là, j'imagine que quelque chose émerge. Il me semble que j'avais entendu que c'était là où était né ton partage du chant de grâce. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que pour être certifiée, dans cette formation d'écothérapie, je devais mettre mes compétences au service de cette écothérapie et du coup, c'était quoi mes compétences? Mes compétences, c'était la musique, c'était, la médecine de la voix, puisque j'avais fait des études aussi de chant et j'étais aussi dans ce désapprentissage académique pour retrouver quelque chose de beaucoup plus spontané. Je composais, j'ai composé des musiques, des chansons. J'avais besoin d'extérioriser
tout ça, et ça avait besoin de se vivre un peu pour donner sens aussi à toute ma trajectoire, à tout ce que je vivais. Et donc il y avait la musique, les femmes et tout d'un coup cette nature. Et cette nature cyclique, nature qui, cette voix spirituelle de la nature qui, alors voix VOIE ou VOIX, là, qui s'est mélangée, cette voix de la nature qui disait, mais tu as pas besoin d'être dans un modèle qui va t'amener à être pardonnée, à être jugée, à être celle qui doit faire ça comme ça, celle qui doit pas faire ça comme ça. Ce que j'ai beaucoup ressenti dans les dogmes religieux monothéistes en particulier. Donc, dans cette nature, il n'y avait pas de bon ou de juste ou de non juste qui allait m'apporter une sorte de cadeau final sous forme de sérénité, voire de post-mortem, enfin quelque chose post-mortem qui allait être magnifique et merveilleux. Il y avait juste la vie maintenant et cette vie qui tournait. Et dans l'écothérapie, il y avait l'apprentissage de cette roue de Messine qui a été pour moi exemplaire et que je retransmets maintenant et auquel tu as participé, qui est ce grand mouvement de la vie à travers les saisons, à travers les âges, à travers cette croissance, cette maturation, cette décroissance, ce temps de repli, de repos, d'hibernation. Tout ça me parlait parce que ça sortait du jugement. Ça sortait de l'auto-jugement et du jugement. Et c'était vrai pour moi. Ça, c'était vrai. Ce qui était vrai, c'était que j'étais pas toujours pareil. Ce qui était vrai, c'est que j'avais des humeurs différentes. Ce qui est vrai, c'est que j'avais des émotions différentes. Ce qui était vrai, c'est que des fois j'avais le courage et des fois j'en avais pas. Ce qui était vrai, c'est que des fois je me sentais l'élan et des fois je me sentais à rêver, à plus faire. Toute cette vivance, en fait, elle était possible, acceptée, valorisée, reconnue dans ce grand modèle de la roue de Messine qui est en fait une cosmogonie où l'être appartient avec les autres dans le grand monde du vivant. Dans le grand monde du vivant, dans la grande spiritualité du vivant, tout ça était possible. C'est-à-dire, tout moi était possible. Alors que je cherchais ce puzzle, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, qui était un puzzle éclaté, eh bien là, tout était possible là-dedans, mais quand même dans une forme. C'est-à-dire, les peuples premiers ont créé quand même une forme d'apprentissage à travers cette roue de médecine pour nous faire comprendre. Tu vois, que nous faire saisir aussi par l'expérience, mais aussi par le cognitif, enfin nous faire saisir quand même notre place et ce mouvement perpétuel. Et ça a été un soulagement, Virginie. Ce sentiment d'appartenir à la vie, que tout est possible, mais que tout est juste parce que c'est dans un grand cycle. Et que tout participe, et que chacun participe à ce grand cycle. Ça, c'est quelque chose de magique, cette roue. Effectivement, c'est quelque chose qui va relier. Puis effectivement, on est au-delà des dogmes, on est au-delà. Quand c'est la vie, c'est vraiment ça. On est juste dans observer la vie. Et effectivement, la roue de médecine, comme tu la transmets, on va l'appliquer et on peut tous l'appliquer. Et indépendamment qu'on soit un homme ou une femme, jeune, vieux, ça permet de nous comprendre profondément. Moi, j'ai eu une révélation, mais toute bête et basique, c'est que j'avais pris conscience, moi, dans ce moment, puis à un moment, on peut prendre du recul, enfin, c'est des petites prises de conscience, mais des révolutions intérieures, c'est qu'on est dans une société qui exige qu'on soit tout au long de l'année, qu'on travaille en Suisse 42 heures, et ce, tout au long de l'année. On a un petit peu de vacances en été, un tout petit peu en hiver éventuellement. On doit être identique tout au long du mois, on doit livrer quelque chose toujours d'identique, alors que par essence, on ne l'est pas. Et moi, j'ai pris conscience, puis j'ai arrêté de culpabiliser. Je peux faire des cours de danse un petit peu en été, le soir, et un peu jusqu'à septembre, mais en hiver, je n'ai plus l'énergie. Donc, j'arrête de culpabiliser, et ce n'est pas possible pour moi, parce que j'ai besoin d'énormément de temps d'introspection en hiver, surtout chez nous qui vivons l'hiver de manière forte. On n'est pas dans l'hémisphère où, quand nous, il fait très froid en hiver, on n'a pas
possiblement la même énergie qu'en été. Et en tant que femme, je ne peux pas avoir la même énergie dans mon cycle. J'ai pas la même vitalité en début de cycle qu'en fin de cycle, qu'en milieu de cycle. J'aurais pas la même libido non plus dans les parties de mon cycle. Et c'est cette notion de roue et de saisonnalité. Et en tant que femme, on va vibrer forcément en écho sur ce cycle. Et c'est ce que moi, m'a transmis de manière très forte, en tout cas. Mais tu vois, dans ce que tu dis là, il y a une révolution de société. Alors, je l'ai fait tôt, mais beaucoup de femmes le font maintenant. Et heureusement, elles le font beaucoup plus jeunes dans leur biographie que moi que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes actuellement qui décident, par exemple, de ne plus être sous hormones, d'écouter leur corps, alors qu'à mon époque, il fallait plutôt cacher, cacher qu'on avait nos menstrues, essayer d'être effectivement complètement linéaire au niveau de nos humeurs, ce que les femmes sous pilule peuvent vivre, c'est-à-dire une sorte de monotonie, finalement. D'anesthésie. C'est ce que j'avais dit à ma gynéco. J'ai dit, vous nous anesthésiez mon corps. Quand j'ai refusé, effectivement, c'est de l'anesthésie. On ne sent plus le cycle. Enfin, pour moi, je peux que parler de mon expérience, mais on ne sent plus la variation. Effectivement. Mais oui, mais c'est ça, et c'est parce que c'est troublant. Parce que qui dit variation, comme je t'ai dit tout à l'heure, veut dire accepter, valoriser, reconnaître cette non-linéalité qu'on a en nous. C'est-à-dire reconnaître que oui, on a des émotions, oui, on est sensible, oui, on est touché, et que tout ça fait partie de notre humanité. Et si on va encore plus loin, moi je dis que les femmes sont en train de réhabiter leur humanité. On a essayé de les déshumaniser finalement. Alors on peut aller loin là-dedans en pensant que c'est un grand projet de société, effectivement, pour aller plus vers le robot que vers l'humanité. Mais si je vais jusqu'au bout, en fait, de ce que j'essaye de transmettre maintenant, dans mon ancienneté, dans cette femme de sagesse, mais essayons à tout prix de garder notre humanité. Et cet aspect humain, il est fait de variations et non pas d'un chemin qui va tout droit d'un point A à un point B. Ça, c'est la robotisation. Ça, c'est aujourd'hui, tu as tes règles, demain, tu l'as pas. Je veux bien accepter un petit peu de brouillard, mais si possible, s'il pouvait y avoir du soleil tout le temps, ça serait top, quoi. Je veux dire. Donc, la nature est en train de nous montrer toute cette variabilité. La nature elle-même est en train de nous montrer ce que ça fait de ne plus la respecter. Toutes ces émotions qui sortent, tous ces excès qui sortent. Je veux dire, on est en train de faire face à la vraie vie. C'est magnifique, c'est exactement ça. C'est cette non-linéarité pour arriver dans le mouvement circulaire, dans le mouvement de la vie. Je suis hyper touchée de ce que tu partages parce que tu sais que moi, donc, je suis dans un couple interculturel, donc dans un couple mixte avec mon mari qui vient d'Afrique, où la femme a encore une autre place, ce qui n'est pas la place qu'on peut l'avoir complètement, des fois de manière un peu occidentalisée, où la femme est uniquement, on peut voir la femme soumise africaine, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et on a eu beaucoup d'échanges aussi sur cette position de la femme, évidemment, quelle place j'ai. Évidemment, je prends un petit peu plus de place et puis je parle un peu, des fois, voilà, je peux prendre la place un peu au-dessus. Puis c'est comment lui doit s'adapter aussi, évidemment. Puis on peut pas tout balayer en disant je suis là. Et je lui expliquais que ta génération, donc j'ai l'âge de tes enfants, Marianne, et ta génération, vous avez fait exploser les lignes. Effectivement, avec une sorte de chaos, mais il fallait tout exploser. Et ma génération à moi, on doit continuer ce travail. Évidemment, on n'a pas le même travail, mais on est en train de continuer pour remettre sa femme dans sa juste place dans la société. Et c'est quelque chose de révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. Et du coup, on n'est pas toujours parfaite, on n'est pas toujours juste. Il y a des fois où, justement, il y a certaines femmes qui vont se mettre à devenir quasiment des hommes pour partir travailler, pour prouver que. Est-ce que c'est ça? On n'en sait rien, mais en tout cas, on est en train de l'expérimenter et on peut l'expérimenter. On peut avoir des enfants, on peut ne plus avoir d'enfants. Et ça fait quoi d'être femme qui a enfanté et femme
non, qui a un autre chemin et qui va enfanter d'une autre manière. Et ça, c'est toute la magie de la révolution, que pour moi, de toute la gratitude qu'on peut avoir sur la génération de femmes que tu es. Sur vraiment, ça c'est vraiment, je te remercie du coup. J'en profite pour te remercier et remercier toutes les femmes. Marianne, là, je vais reprendre un petit peu ton parcours. Je vais revenir dans ton histoire à toi parce qu'on pourrait parler des femmes pendant 14 émissions, évidemment, c'est passionnant. Mais toi, à un moment, moi, ce que j'ai compris dans tout ce que tu m'as transmis et partagé, c'est un moment, tu as justement constitué ton puzzle, rassemblé tout le puzzle qui est Marianne avec la musique, Marianne, la mère, Marianne, la femme fondamentalement spirituelle, la femme reliée à la nature, et tu vas créer quelque chose qui, pour moi, est un mouvement qui va se perpétuer au-delà de toi, hein, et qui est déjà en train de continuer au-delà de toi. Tu crées les éco-rituels. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé et comment ça a évolué? Est-ce que ça peut apporter au monde? Est-ce que ça apportera au monde? Je pense que je te remercie déjà de cet enthousiasme que j'entends dans tes mots. Je pense qu'effectivement, il y a des germes qui sont déposés là et j'entends dans tes mots que c'est déjà plus un germe, c'est déjà quelque chose d'épanoui et je suis très touchée de t'entendre. Merci beaucoup. Comme toute chose qui commence, finalement, les éco-rituels ont commencé par des gens qui étaient intéressés à, à soutenir des passages de vie hors église, hors spiritualité. Enfin, ce qui m'importait pour moi, et je pense que le mot universel, c'est un mot de base pour moi. Donc, la grande vie, hein, mais l'universel. C'est-à-dire, on est dans une situation de société avec des cultures, avec des traditions, avec de tout pays. On est dans cette mixité dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, du coup, comment accompagner des personnes de cultures différentes dans leur passage de vie? Alors, il y avait cette notion d'universel. Il y a cette notion aussi que les passages de vie, c'est pas, comment je vais dire, une sorte de petite cerise sur le gâteau. C'est dire: «Ah ben oui, je vais fêter ça, parce que j'ai envie d'être entre copines, copains, et cetera». C'est, le fondement de notre identité, le fondement de nos identités partagées, je dirais, de nos identités mouvantes à travers notre biographie, et ça a besoin d'être marqué. Donc, il y a d'un côté la nécessité de créer ces passages qui sont vraiment des temps, des arrêts sur image pour pouvoir passer d'une image à une autre, c'est-à-dire pouvoir voir l'évolution, sentir, expérimenter l'évolution qu'on est en train de faire. Et ça donne du sens à nos vies. Et si d'autres cultures le font encore, chez nous, ça a été abandonné. Et si tu parles du chaos des années 60, parmi l'abandon de plein de choses où on a jeté, je dirais, le bébé avec l'eau du bain, il y a eu aussi l'abandon de plein de traditions et de jeter tout dogme, y compris avec ces passages de vie. Donc on a envoyé ça promener comme si c'était plus nécessaire. Donc là, il y a eu une scission aussi. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin vraiment identitaire de recréer ces passages de vie et de le faire dans cette vénération spirituelle, dans cette foi à la grande vie. Et donc, d'un côté, il y a l'écho, qui est le mot qui nous relie à la nature, à cette grande planète Terre, mère. Et puis le rituel qui est, on n'accompagne pas quelqu'un dans son chemin de vie sans le soutenir à voir le plus grand que soi. Et ça s'apprend. Des rituels s'apprennent. Enfin, je veux dire, il y a une structure, il y a voilà. Alors ça, c'était le début de l'enseignement. Et ce que je me suis rendu compte ensuite, c'est que pratiquant ça, ça changeait complètement notre regard, notre perception du monde, de notre lien à la nature. À partir du moment où on rentrait dans ce réenchantement, dans cette perception de l'invisible, mais pas dans un truc ésotérique, dans un truc vraiment d'ouverture du cœur avec la nature,
alors il y a une foi dans la vie qui nous prend, qui nous imprègne et qui change radicalement notre lien au monde. Il y a un avant, il y a un après. C'est exactement ça quand on y vit un éco-rituel. Il y a quelque chose et c'est sans religiosité parce que on va vivre quelque chose. Je me souviens vraiment de cette phrase que tu disais. À un moment, on est dans la nature, il y a un rituel qui se fait et c'est pas qu'on est en transe pendant 28 heures, c'est pas du tout ça. C'était pas ça l'éco-rituel. C'est dire un moment dans la nature te répond, il se passe quelque chose. Et quand la nature te répond, il se passe quelque chose. Puis là, on est dans l'individualité. Il y a pas d'exemple à donner. C'est pas moi j'ai vécu ça, donc tu vas le vivre. Non, c'est par contre à ce moment-là, il y a cette foi sur on ne fait pas un éco-rituel sans qu'à un moment, la personne, de elle avec la nature, il se passe quelque chose. Et dans ce passé, il n'y a que ces mots-là, mais il y a une puissance, il y a du pouvoir, il y a de la confiance, c'est juste résumé dans des mots, mais il y a une reliance profonde à plus grand que soi. Quand on voit un arbre, on voit la stabilité. Quand on voit l'eau, on voit le cheminement. L'eau, elle va toujours trouver sa place. Elle va toujours cheminer. Et puis c'est un exemple de dire, je fais partie de cette nature. Si l'eau arrive, même si on la bloque, on doit faire des constructions énormes, des barrages énormes pour la bloquer, quand même, elle passera. C'est cette reliance et cette foi dans les éléments, dans l'observation des animaux. Après ta formation, on ne fait plus une balade en forêt de la même manière. Forêt ou dans la nature. C'est la nature, elle va être là pour communiquer. Dans la forêt, il va se passer quelque chose. Il y a un arbre cassé, c'est OK, ça dit quoi sur moi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens d'un rituel qu'on avait fait tous ensemble où un arbre était tombé et c'était un gros arbre était tombé pendant le rituel et je crois qu'on était dans l'énergie du vent ou quelque chose qui était enfin, il n'y avait pas plus fort comme réponse et en même temps c'était troublant, mais il y a quelque chose où la nature répond. Oui, je me souviens de cet arbre qui était tombé et du coup, on avait été, près de lui et voilà, on avait ritualisé avec lui. Ça veut dire quoi? On s'était mis dans un certain état d'esprit, qui est de l'ordre de la prière, qui est de l'ordre du sacré, c'est-à-dire où je m'abandonne à ce qui est et non plus à ce que je veux. Je me laisse parcourir par la vie, par le mystère, par ce que je ne comprends pas, et non pas, je ne ramène pas tout à moi, à mon ego, à ce que je comprends. Donc, on est là dans une voie spirituelle. Aucune voie spirituelle ne dit autre chose que cet amour, parce que c'est de l'amour qu'on porte à cet arbre, parce que c'est de l'amour qu'on voit dans cette pierre, c'est de l'amour qu'on ressent lorsque le soleil se lève le matin. Mais est-ce qu'on a encore cette capacité de gratitude, de réconciliation intérieure? Est-ce qu'on ouvre encore suffisamment? Est-ce qu'on laisse le temps encore à ça? Et c'est peut-être le chemin quotidien à ce moment-là d'une voie spirituelle. C'est plus seulement juste le temps où j'ai choisi d'être avec un éco-praticien pour aller célébrer ou chercher une réponse à une situation qui m'est difficile ou chercher à traverser un obstacle dans ma vie, de retrouver des ressources en moi et d'aller chercher cette nature comme enseignante. Alors ça, c'est ce que le praticien va pouvoir aider à faire, hein, parce il faut déblayer quand même la route, hein, déblayer un peu le mental pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, l'éco-praticien va pouvoir t'aider, mais après, ça peut vraiment devenir, et je pense que les praticiens, eux, je le sens à travers ces années maintenant, ça devient de plus en plus vraiment une voie quotidienne de réenchantement, c'est-à-dire vraiment comme tu dis, ne plus être avec la nature telle qu'on l'était avant. C'est ça, d'entrer dans cette universalité, dans cet amour où voilà, avec mes mots à moi, c'est Dieu est dans l'arbre et du coup, il est aussi avec moi. Ça, c'est mes mots, mais en tout cas, la vie, comme toi, tu le dis, la vie est dans la nature. C'est même si on perd toute confiance, même si à un moment, il n'y a plus rien, on peut avoir foi que le soleil, il se lève. Il va se lever et la lune, elle a ses cycles. Quoi qu'il se passe, c'est là. Il y a cette présence-là de ce plus grand que soi, de cette magie, de la nature. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner des exemples de cas ou de situations où il est pertinent de faire appel à un praticien en éco-rituel? Alors je vais
te donner 2 exemples qu'on va trouver dans toute spiritualité. Quand est-ce qu'on a besoin de spiritualité? Quand est-ce qu'on a besoin de prendre un temps différent pour se retrouver? C'est souvent, d'abord quand il y a une épreuve ou quand il y a une perte, quand il y a quelque chose qui ne va pas, un petit peu comme la douleur qui nous fait nous rappeler qu'on existe. Malheureusement, c'est comme ça. C'est souvent quand on souffre qu'on se rend compte qu'on existe. C'est au moment où on a une perte, quelque chose de difficile à traverser, qu'on va se dire mais j'ai besoin d'aide. Et la spiritualité, le chemin spirituel est une voie d'aide. Hein, c'est une voie de réconfort, c'est une voie d'aide. J'ai besoin d'avoir une réponse, ou j'ai besoin d'avoir accès à des ressources, j'ai besoin de savoir, comme je disais tout à l'heure, où ce chemin tortueux m'emmène. Donc, souvent, c'est la personne demande de l'aide ou du soutien lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile dans sa vie. Donc, ça peut être à un moment de deuil, de perte. Dans ce deuil ou cette perte, je dirais tous les petits deuils que nous faisons, parce que nous nous rendons pas compte. La société va très très vite, Virginie, en ce moment, donc on se rend plus compte le nombre de deuils et de pertes qu'on doit faire sur une seule année. Par exemple, on déménage, on change de compagnon, de compagne, on change de métier, on fait des reconversions professionnelles, nos enfants grandissent et il n'y a plus personne à la maison, les enfants vont à l'école. C'est incroyable le nombre de situations où on peut voir qu'il y a un avant et un après. Et donc la demande de rituel va se situer là au milieu, là, je suis en train de quitter quelque chose que je connais et j'ai besoin de ressources pour pouvoir, ou d'avoir foi dans la vie, pour aller vers quelque chose que je ne connais pas. Et ça va être souvent dans des moments de souffrance. Alors, comme je te dis, le deuil, c'est toute forme de séparation ou tout passage du connu vers l'inconnu. Donc, d'une manière générale. Donc, il peut y avoir tous ces exemples que j'ai cités. Et plus on peut se rendre compte que dans toutes ces petits temps, petits micro-deuils, on peut faire appel à quelqu'un, le plus on va se sentir en harmonie avec sa vie, parce qu'on n'est pas là pour être séparé. On est là pour être unifié, sans arrêt unifié. Donc, ça, c'est l'aspect du deuil. Et puis, de la perte ou de la souffrance. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de la célébration. C'est-à-dire qu'on a aussi, pas seulement des temps douloureux, on a des temps d'émerveillement, on a des temps sublimants d'amour, de connexion, où on a juste envie de faire une chose, c'est de célébrer, c'est de dire oui, puis de dire merci, et puis de dire waouh, moi j'ai juste envie de dire combien je l'aime, j'ai juste envie de dire combien maintenant je me sens femme, j'ai juste envie tu vois, célébrer. Voilà. Et là aussi, même dans les grandes traditions, la spiritualité était là aussi, non pas pour réparer, mais pour constater et amplifier ce qui nous remplit d'amour déjà. Donc il y a cet aspect de célébration, et c'est vrai que le vivre en nature et sentir combien notre amour peut rejaillir sur l'amour des autres, comment notre petit amour qu'on célèbre, il est l'amour de la vie tout entier, combien ce petit amour qu'on contient, il peut se donner dans la célébration à tous ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est l'autre aspect, je dirais, du besoin de rituel dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est magnifique parce que c'est là où on voit qu'on est dans célébrer les moments de passage. Effectivement, ton podcast arrive après comment on célèbre les passages de la vie, et c'est toute une série de podcasts que j'ai fait sur l'importance de marquer. Il y a les grands passages, il y a tous nos petits passages, puis là tu l'as fait de manière magnifique. Je parlais dans le podcast précédent d'une fausse couche qui est complètement banalisée dans notre société, surtout si on est dans les premières semaines, vraiment, et non, et on va marquer ce temps-là.
Et dans le couple, on peut le faire. Il y a des rituels qu'on peut réinventer, ou justement faire appel à une praticienne en éco-rituel pour dire la vie est passée, on marque. C'est bien, c'est pas bien, c'est juste, on marque. Et pour pouvoir faire de la place de manière sereine à ce qui va venir après, c'est aussi ça, quand on marque le passage, on est prêt pour ce qui vient après. Merci beaucoup pour ce partage, Marianne. J'aimerais revenir parce que j'ai vu qu'en novembre, tu avais sorti un dernier livre qui s'appelle La nature guérisseuse et qui, pour moi, est peut-être l'aboutissement aussi de tout ce travail, de tes ouvrages précédents aussi. Oui, j'ai l'impression que chaque ouvrage est l'accomplissement de celui qui était d'avant. Parce que là aussi, il y a différentes portes d'entrée pour rentrer dans ce lien à la nature. Ça peut être uniquement dans les rituels, ou bien ça peut être dans l'apprentissage de cette roue de médecine et de la cyclicité. Ça peut être dans l'observation de la nature. Ça peut être s'ouvrir à cette spiritualité universelle. Et là, ce qui était important pour moi, c'est vraiment de rentrer dans la thérapie de la nature, c'est-à-dire elle est en train de nous dire comment nous soigner. Et pour ça, on peut aller en nature, mais on peut aussi se laisser imprégner dans ce livre d'histoires que je raconte, de parcours que je raconte, qui nous fait vivre en fait une expérience initiatique par la lecture. Initiatique veut dire que on va trouver dans chacune de ces 16 propositions que je fais en lien avec les saisons, on va trouver un obstacle. Et cet obstacle est à traverser. Et c'est la guérison, c'est l'obstacle à traverser, c'est de trouver cette ressource alors que la nature est en train de nous la montrer. Mais on ne la voit pas. Mais la prochaine fois qu'on sera en nature et qu'on verra le rocher, truc chose, ou l'arc-en-ciel, etc., on saura qu'est-ce qui peut guérir. Donc c'est vraiment un parcours poétique autour des magnifiques images de nature de Sandrine Booth, qui est une photographe animalière, qui nous emmène à travers toute l'Europe dans des lieux absolument magiques. Et c'est inspirant. Ça nous inspire pour pouvoir traverser tous ces petits obstacles que nous créons parfois, ou que la vie nous apporte, et de les traverser en regardant la nature. Et ça peut se faire par cette lecture. C'est aussi, alors après c'est mon regard, mais il n'arrive pas n'importe quand cet ouvrage, il arrive passer le confinement, il arrive passer cette période de grande frustration où, comme tu dis, on a tous fait des deuils, mais effectivement de personnes qui ont pu tomber malades, mais aussi de tous nos projets. Enfin, quelqu'un me disait, mais c'est horrible, je dois tout changer. Il me dit, mais comme toute l'humanité en ce moment, on doit faire les deuils de beaucoup de choses, de beaucoup de projets qui vont prendre des années. Et là, tu ouvres, pour moi, tu apportes un remède à notre société que je qualifie, mais avec tout mon jugement, et complètement malade de comment on y réagit, malade de notre peur de la mort, malade par manque de foi, par peur complète. Et là, tu arrives avec un ouvrage qui va nous permettre intérieurement de cheminer. Et c'est ça qui va être magique. Puis c'est beaucoup de ce que tu transmets dans l'ensemble de tes ouvrages, c'est qu'il y a un pèlerinage et un chemin intérieur qui se fait et que tu proposes à chaque lecture, et que tous on peut lire et on peut vivre à notre manière. C'est ça toujours ton invitation. C'est ça que je trouve magnifique. C'est-à-dire, un éco-rituel, c'est pas un rite qu'on va proposer, dire ok, là on va faire ça. C'est pas du tout ça. Ton invitation, c'est de dire, on va prendre la situation, le praticien en éco-rituel, il va écouter la personne dans sa situation et il va inventer, co-créer un rythme qui ne sera jamais identique à un autre. C'est cette magie que tu transmets là, et cet ouvrage, ça va être ça, c'est pouvoir se soigner en cheminant individuellement avec et dans la nature. Alors je vais rebondir là-dessus parce que la notion de créativité et donc de pouvoir personnel est si important pour moi. Même dans ce livre, je dirais même dans le livre, alors que le mot fige, on est d'accord que le mot a quelque chose de l'ordre de cette fixité, je fais une proposition de voyage intérieur, de voyage avec un enseignement, et je propose encore à la fin de chacun de ces voyages à la personne de retourner
dans cet endroit-là et de créer sa propre histoire. C'est-à-dire qu'à nouveau, j'invite à la créativité, j'invite que quelque chose se passe à l'intérieur de la personne, non pas parce qu'elle a entendu cette histoire, lu cette histoire de quelqu'un d'autre, mais qu'elle se la réapproprie à sa manière. Il y a toujours les deux formes. Et je pense que là, c'est quelque chose que je porte. Voilà, ça fait partie de quelque chose que je porte dans cette rébellion au dogme, dans cette rébellion à l'autorité, dans cette où je veux absolument que la vie passe à travers nous toujours telle que nous la colorons, telle que nous la nuançons, pour que nous soyons libres, nous soyons guidés et libres à la fois. Vraiment, enfin, tu partages quelque chose de très touchant, Marianne. Je crois que les mots, ils sont parfaits. C'est la liberté, la créativité individuelle pour se reconnecter à cette universalité dont tu parlais tout à l'heure, à cet amour à la vie. C'est les mots qui ressortent le plus fort pour moi. L'universalité, l'amour, la vie et l'indépendance en tant que femme, en tant qu'être humain, à une reliance à quelque chose, à une foi, en tout cas à quelque chose que chacun va vivre à sa manière. Moi, j'aimerais juste partager, Marianne, ce que cette transmission, te rencontrer, ce que ça m'a apporté, si ça va pour toi. C'était un cheminement. Cette formation, je l'ai quand même faite en 2018, donc ça remonte à quelques années maintenant. Et il y a eu la rencontre. Donc, moi, je t'ai rencontré, j'étais en train de faire un travail de master en marketing digital et je travaillais sur le marketing des femmes. Et dans mes recherches, ton site apparaissait toujours. Et je me suis dit, je vais faire mon mémoire, il faut que je rencontre cette femme. J'ai pris contact après avec toi avec cette intention de dire, ben voilà, moi j'ai ma foi, j'ai ma religion qui est dans une tradition bien particulière qui n'est pas la nôtre et j'ai besoin de faire le pont avec quelque chose d'universel. Et j'ai besoin d'entendre comme toi, tu transmets pour que ce soit accessible et entendable et que pas de faire du prosélytisme, mais dire il y a une reliance à quelque chose et comment ça peut se faire d'un point de vue universel. Ta transmission et quand on vient te voir, de toute façon, c'est une forme d'initiation. Je disais un jour, on n'est pas pareil avant t'avoir rencontré qu'après t'avoir rencontré. Puis ça peut se faire dans un éco-rituel, enfin, en tant que patiente chez toi, enfin pas de patiente, mais vraiment de vivre avec toi une expérience de rituel. Ça peut se faire aussi dans une formation, mais enfin, tu proposes plein de manières d'interagir avec toi aussi par tes livres, où on ne sort pas indemne parce qu'on évolue. Et je dirais même ça, en ayant plusieurs années dedans, c'est toujours en train de grandir. Et ça prend du temps d'intégrer tout ce que tu as à transmettre de toute une vie de sagesse, d'épreuves et d'expériences. Et ça mûrit pour dire, il y a des fois où je me dis, ah mais c'est ça qu'elle a voulu dire à ce moment-là. Et je me le dis ça encore, encore maintenant. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ton partage, c'est que tu transmets une petite graine et on voit au fil des années comme ça va devenir un baobab. Mais sur une vie, mais c'est ce cheminement-là. Et moi, je voulais te remercier parce que tu es une des personnes marquantes, moi, dans mon évolution spirituelle. Et je recommande évidemment toute personne d'aller s'intéresser et de lire tes ouvrages et même d'aller suivre cette formation, que ce soit pour un cheminement individuel ou pour accompagner l'autre, quelle que soit son approche thérapeutique en fait, ou d'accompagnement de manière globale. Tu me touches beaucoup, je te remercie beaucoup, Virginie. Je vais prendre quelques mots parce que toi, comme je te disais, tu es une femme sage, donc tu arrives proche de ce qu'on appelle la retraite, me semble-t-il. Comment ça se passe du coup, si tu arrives tout doucement à la retraite, comment va se passer la formation pour les personnes intéressées qui veulent suivre un cycle de formation en tant que praticien, pour devenir praticien ou praticienne en éco-rituel? Alors, ce que j'ai créé, c'est une formation hybride, c'est-à-dire avec une part de plateforme en e-learning et puis ensuite le présentiel. Donc, dans la formation digitale, je serai présente parce que là, j'ai enregistré, parce que là, les gens captent de moi ce que j'ai envie de transmettre, ces bases qui sont essentielles pour que chaque personne formée en éco-rituel ait les mêmes bases, je dirais même soit connectée au même esprit, non pas le mien, mais les valeurs qui sous-tendent cette profession, ce métier, et qu'ensuite,
en présentiel, c'est-à-dire en France, en Belgique, en Suisse, ce soit des femmes que j'ai formées. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est juste quelques femmes qui se sont présentées et à qui j'ai accordé cette confiance de faire évoluer cette formation aussi avec leurs propres outils à elles, et pouvoir accompagner, d'avoir les compétences pour pouvoir accompagner chacun sur ce chemin qui est à la fois un chemin spirituel personnel et à la fois un chemin d'accompagnement pour les autres. Donc, la formation s'est agrandie. Au lieu de perdre Marianne, je dirais, parce que je vais plus être là dans le présentiel, ils vont y gagner des mois de pratique, d'exercice, et ensuite d'autres femmes près d'eux, peut-être plus proches d'eux aussi au niveau de l'âge, qui vont pouvoir aborder avec eux tout l'aspect pratique. Est-ce que tu peux me dire comment on peut entrer en contact avec toi, enfin en tout cas te suivre? Je sais que tu as une page Instagram qui est très active, mais où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations de cette formation, ou même globalement de ton parcours? Alors j'ai 2 sites. Le site de la formation, c'est www.ecorituel.ch, là où il y a toutes les formations par pays on peut trouver. Et puis il y a mon site perso, enfin de mes activités perso, qui est www.espritdefemme.ch. Et là-dedans, maintenant, comme retraitée, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être retraitée? Finalement, c'est de faire partie d'un grand cercle. En fait, je ne suis pas retraitée dans le sens du retrait. Je fais d'autant plus partie d'une communauté. C'est-à-dire, au lieu d'être au-dessus, de planer un peu comme un esprit au-dessus d'une communauté, je rentre dans le cercle. Et ça, c'est pas si simple pour les femmes qui sont autour de moi, de comprendre que je vais pas tout expliquer, que je vais pas tout superviser, mais que voilà, je suis à côté. Et vous avez une question, mais je suis là, mais vous êtes à mes côtés maintenant, vraiment à mes côtés, sur ce même plan d'horizontalité. Donc, du coup, mon site espritdefemme.ch devient la plateforme pour mes activités que je propose encore et pour les femmes que j'ai formées. La notion de retraite pourrait faire l'occasion d'un autre podcast, parce que c'est aussi un passage important pour les femmes. Ouais, ça c'est un passage de la vie. J'avais pas d'autres vocables, je savais pas, mais effectivement, il y a quand même un pas de côté. En tout cas, toi, j'aime bien cette notion de rentrer dans le cercle, toujours dans le circulaire. Marianne, je te remercie pour cette l'interview que tu m'as accordée. Vraiment, c'est un grand honneur de t'accueillir. J'ai pris la petite pépite d'un nouveau podcast sur la retraite. Je tiens l'invitation, je mettrai ça un côté dans ma programmation, mais je vais prendre cette chance-là. Je te remercie pour tout. Je souhaite en tout cas aussi à toutes les personnes qui vont transmettre ce que tu as transmis, toutes ces praticiennes formatrices en éco-rituels, un bel avenir pour porter, pour que les éco-rituels se perpétuent et durent dans le temps et se transmettent de génération en génération. En tout cas, merci pour tout, Marianne. Merci pour ta disponibilité. Merci pour toute la générosité de tes transmissions. Merci beaucoup pour ce temps.